Bonjour à toutes et à tous, ça va, vous m'entendez? C'est émouvant d'être dans ce magnifique studio 104 que j'ai bien connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis très heureux d'être là devant vous aujourd'hui. Et pour vous poser une question toute simple, la question que je voulais poser avec vous maintenant, c'est est-ce qu'on a collectivement le courage de voir ce qu'on a sous les yeux? Est-ce qu'on est capable collectivement de reconnaître ce qui crève les yeux et que pourtant on a souvent tellement de difficultés à nommer, ne serait-ce qu'à nommer. Voilà, c'est la question à la fois simple et en même temps pas facile à laquelle que je voulais poser avec vous, en sachant que cette question, c'est justement celle de la nuance. J'ai fait un livre qui s'appelle « Le courage de la nuance », mais là c'est un peu décalé par rapport au cœur du livre. La question pour moi là, c'est celle d'une sorte de lucidité nécessaire. Comment construire un regard, notre regard, le vôtre, le mien, un regard qui se libère et qui est enfin capable de nommer le réel dans sa diversité, dans son pluralisme, dans ses diverses couleurs. La question de la couleur sera importante. Bref, et aussi le réel dans ses contradictions. Pour vous donner une idée toute simple de ce que ça peut être, cette prise de conscience, qu'on peut voir comme une sorte d'événement visuel, je voudrais vous parler d'un tableau. Imaginez un tableau que vous avez en tête, que vous connaissez tous très bien, que vous êtes allé, que chacun d'entre vous connaît très bien, que vous êtes allé retourner voir 10 fois, 100 fois au musée, et que vous croyez connaître par cœur jusqu'au jour où un ami, une amie vous montre un détail de ce tableau en disant « Regarde, ça c'est ton tableau préféré, ton tableau chéri que tu aimes tant, etc. » Et au début, vous voyez aucun rapport entre le tableau que vous croyez connaître sur le bout des doigts et ce petit bout, ce détail comme ça. Et puis vous regardez de plus près, vous faites un effort, et soudain vous voyez le rapport. Mais ce soudain implique aussi un événement justement du regard. Tout d'un coup, le détail en question vient éclairer d'une lumière complètement nouvelle, inédite, le tableau dans sa globalité. Encore faut-il maintenant que vous acceptiez de nommer ce qui s'est passé, de nommer la façon dont le tableau a complètement changé sous vos yeux, de nommer donc le réel de votre prise de conscience. Pour résumer ce petit phénomène, je voudrais vous citer un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charles Péguy, un auteur chrétien, qui, quelques années avant de mourir sur le front de la Grande Guerre, disait, avec cette formule magnifique, il disait « Il faut toujours dire ce que l'on voit », et vous allez voir, ça résonne beaucoup avec le métier de journaliste et en général dans la vie. « Il faut toujours dire ce que l'on voit », surtout, ce qui est beaucoup plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Voilà. Et ça, c'est pas facile. Eh bien, je vais vous parler là pendant quelques minutes de 2 auteurs, 2 journalistes qui ont été capables de ça. Ils ont été capables de voir ce qu'ils avaient à voir et de dire ce qu'ils voyaient. Je pourrais les appeler les 2 Georges, parce qu'ils se prénomment tous les 2 Georges. Et je voudrais commencer par quelqu'un qui était justement un admirateur de Charles Péguy, que je viens de vous citer, qui était lui aussi un ancien poilu, un ancien soldat de la guerre 14-18, et c'est Georges Bernanos. Georges Bernanos qui connaît aujourd'hui une sorte de retour de vibe, je ne sais pas comment dire, de hype, qui était un auteur lui aussi chrétien, journaliste, qu'on cataloguerait aujourd'hui, on le classerait à l'extrême droite, très clairement. Il était à la droite de la droite de la droite, il était maurassien, il était royaliste, il était à l'Action française, et un peu par hasard biographique, il s'est retrouvé en Espagne, au moment d'un événement gigantesque qui a provoqué une espèce d'effet de cisaille comme ça dans les consciences de tous les Européens et bien au-delà, et qui a été le laboratoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre d'Espagne, commencé par le coup d'État du général Franco. Et Bernanos, qui n'avait pas un centime, s'était installé avec sa famille à Majorque. Et donc il voit sous ses yeux naître le coup d'État du général Franco. Et au début, il est très sympathisant, parce qu'il se dit, voilà un général qui va rétablir l'ordre, qui va empêcher les communistes, qui sont ses ennemis, de prendre le pouvoir, et qui va restaurer le prestige de l'Église. Donc pour lui, au début, c'est ça, c'est un tableau édifiant, un tableau presque idéal. Et d'ailleurs, son fils s'engage
son fils Yves, qui est tout jeune, s'engage dans les troupes d'élite de la Phalange. Et puis, peu à peu, eh bien, Bernanos va voir autre chose. Il va, dans ce tableau que je vous décrivais, il va apercevoir des détails gênants, des ombres sinistres et même quelques taches sanglantes. Il va assister sous ses fenêtres à une répression atroce, celle que les franquistes vont mettre en œuvre, soutenue par Mussolini et par Hitler. Et il va voir des choses horribles se dérouler sous ses yeux et il va dire « mais ça n'est pas possible qu'on fasse ça au nom de ce à quoi je tiens le plus, c'est-à-dire au nom de la foi dans le Christ ». Et donc tout d'un coup, son regard va changer. Voilà. Et on pourrait prendre le grand livre qu'il a publié à l'époque, Les grands cimetières sous la lune, et qui était d'abord issu de textes qu'il a fait comme journaliste dans une revue chrétienne, dans un journal chrétien. On pourrait prendre tout ce livre et faire un relevé, vous savez, comme quand on faisait quand on était au lycée ou ailleurs, vous prenez un crayon de couleur et vous prenez le champ lexical, comme on dit parfois, prenez tous les mots qui ont un rapport avec justement la vue, le regard, la lucidité, etc. Et on verrait que chez Bernanos, l'insurrection de la conscience est d'abord une insurrection du regard. Il a été capable de voir ce qu'il y avait à voir. Il dit, il faut voir, il faut comprendre, voilà. Il dit, il est dur de regarder s'avilir sous ses yeux ce qu'on est né pour aimer, c'est-à-dire la foi chrétienne, l'Église. Et il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des prêtres qui font des bénédictions entre deux rafales de mitraillettes. Il voit des scènes de torture, des crânes éclatés, etc. Et il y a une scène, et je finirai avec Bernanos là-dessus, il y a une scène que je trouve particulièrement belle dans son livre, où il se met à douter de lui-même. Parce que le courage de la nuance, c'est d'abord un courage du doute vis-à-vis de soi-même, comme journaliste, comme être humain en général, dans n'importe quel que soit votre métier, votre rapport au monde. Et tout d'un coup, il se met à douter de lui-même. Il se met à douter de la littérature aussi. Il se dit, mais si ça se trouve, ce que je décris là, ce que je décris à mes lecteurs en termes d'horreur, de crimes, etc., au lieu de leur ouvrir les yeux, justement, peut-être que ça les fait jouir. Peut-être que ça les fait jouir salement. Et donc, il a ces mots. Il dit, Georges Bernanos, « Malheureusement, le public aime les horreurs. Et lorsqu'on veut parler à son âme, il est préférable de ne pas donner le jardin des supplices pour cadre à cet entretien. Sous peine de voir naître peu à peu, dans les yeux rêveurs, on est toujours dans les yeux, tout autre chose qu'un sentiment d'indignation, ou même qu'un sentiment tout court. Retirez les mains de vos poches, mes enfants, dit Bernanos. Retirez les mains de vos poches. C'est un peu la formule clé. Est-ce que je suis pas... J'essaie d'ouvrir vos yeux, de vous faire prendre conscience du réel, et en fait, vous vous branlez avec ce réel. C'est ça qu'il est en train de dire quand il écrit ça. Et cette scène, elle me fait penser un peu comme... je l'associe un peu sauvagement, comme quand on est chez le psychanalyste et qu'on associe... voilà, là, c'est des fauteuils. Malheureusement, il n'y a pas le divan. Mais on associe sauvagement. Et moi, cette scène, je l'associe à une autre, chez un autre auteur, un autre Georges, lui aussi journaliste, lui aussi engagé, et qui, lui, se battait au même moment en Espagne, mais de l'autre côté de la ligne de front. Ce Georges-là, c'est George Orwell, l'auteur de La ferme des animaux, l'auteur de 1984. Et Orwell se bat donc, lui, pour le socialisme, les armes à la main, en Espagne. Il a fait un livre très très beau qui s'appelle « Hommage à la Catalogne ». Et c'est la même chose. Il a aussi, lui, au début, et il le décrit sublimement dans ce livre, un tableau qu'il trouve formidable, le tableau d'une société qui est en insurrection, qui va installer le socialisme, tout le monde est en salopette, tout le monde se tutoie, l'égalité homme-femme, l'égalité sociale, tout a l'air de s'installer. Et puis peu à peu, lui aussi, il va apercevoir quelques détails gênants. Et il va vivre des choses qui vont lui faire changer de regard. Et la scène que j'associe à celle que je vous décrivais tout à l'heure, où Bernanos disait « Sortez les mains de vos poches, mes enfants », c'est une scène où il est avec son fusil un matin dans une tranchée ou sur le front, quelque part. Il crève de froid, il y a des poux partout, il décrit la loose totale, parce qu'en plus, ils ont un matériel pourri, tout est rouillé, etc. Et tout d'un coup, il voit passer une silhouette, au loin, d'un soldat ennemi qui est complètement à sa portée. Il peut vraiment la voir. Et c'est un messager du camp ennemi. Et le messager commence à avancer, il le met en joue, Orwell le met en joue, il s'apprête à tirer, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce soldat ennemi qui perd son pantalon. Très connement, il perd son froc, comme on dirait. Il perd son pantalon. Et Orwell écrit, il dit, mais je peux pas, moi je suis venu là pour me battre contre les fascistes, je suis venu là pour me battre contre les franquistes soutenus par Mussolini et par Hitler, je ne vais pas tirer sur un pauvre mec qui perd son froc, ça n'a pas de sens. Et donc, il baisse son arme, il ne tire pas sur ce soldat qui perd son pantalon.
Et cette scène-là est l'une des scènes qui vont faire basculer Orwell. Les autres, ça sera des scènes où il ouvrira les yeux sur non seulement la fragilité de l'ennemi, mais aussi sur les crimes et les mensonges de son propre camp, du camp républicain, du camp de la gauche, etc. Il va mal supporter, lui qui est journaliste et qui considère que le métier de journaliste est d'abord fait pour rendre visible le réel et pour ouvrir les yeux, pour apprendre aux gens à se servir de leurs yeux, comme il le dit. Eh bien, il va mal supporter que la presse communiste mente en permanence, la propagande, etc., les mensonges, les crimes aussi des militants et des militantes communistes en Espagne. Et donc, lui aussi, le tableau qui était le sien va complètement changer. Et c'est là, à ce moment-là, sur ce front, que, supportant mal les mensonges de son propre camp, eh bien, Orwell va mettre quelque part déjà en œuvre sa pensée de quelque chose qui va s'appeler la novlangue, que vous avez lu dans 1984, ce grand roman antitotalitaire. Il y a la fameuse novlangue, cette langue totalitaire, dont Orwell dit qu'elle est débarrassée de toute nuance, qu'elle ne permet même plus d'exprimer la moindre nuance, et qu'elle ne permet pas non plus d'exprimer la moindre franchise. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Je vous ai parlé de deux auteurs, deux journalistes qui, à un moment clé du XXe siècle, avaient été capables de nommer les choses, de voir ce qu'il y avait à voir, de nommer ce qu'ils avaient vu. Et bien, pour ce faire, pour être capable de ça, il faut aussi avoir une certaine conception de la franchise. Et Orwell l'avait en permanence. Son éthique est d'abord une éthique du franc-parler, une éthique de la franchise. Pour lui, être journaliste, ou être un être humain tout simplement, être un ami, c'est considérer qu'on peut dire à l'autre la vérité, qu'on lui doit aussi une forme de vérité. Et il le faisait d'ailleurs beaucoup dans les choses les plus ordinaires. Il l'a fait dans les moments les plus durs, les plus périlleux de la guerre, etc. Mais il l'a fait aussi pour des choses toutes simples que je trouve assez marrantes en fait. Par exemple, pendant la guerre, il avait lancé, il avait une chronique dans un journal anglais, il avait lancé un concours de nouvelles. Donc il avait reçu des centaines de nouvelles, les lecteurs avaient envoyé plein de nouvelles. Et à un moment donné, Orwell, je voulais vous lire ce petit passage-là, et dit qu'il va annoncer le résultat de ce concours. Et il dit « J'exposerai mes idées sur la nouvelle en Angleterre une autre fois. Mais je dois dire tout de suite que la grande majorité des 500 ou 600 nouvelles que nous avons reçues au journal étaient, selon mon opinion, très très mauvaises. Très très mauvaises. » Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, ça serait inimaginable. On voit très mal un journal lancer un appel à concours et dire à ses lecteurs, bande de tocards, ce que vous avez écrit est nul. On le voit assez mal. C'est-à-dire que puisqu'on parle ici du rapport entre les lecteurs et les médias et du lien de confiance, je crois que c'est un des grands thèmes de cette journée, de cette manifestation, pour Orwell, il est évident que le lien de confiance ne peut pas être un lien de flatterie, que le lien de confiance ne peut pas être un lien de démagogie, que la confiance, ça va avec l'exigence, qu'un journaliste digne de ce nom, c'est quelqu'un qui va être exigeant à son propre égard, mais aussi à l'égard de ses lecteurs, et qui va leur dire ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, qui va écrire ce qu'ils n'ont pas envie de lire. Bernanos, d'ailleurs, dans son grand pamphlet sur la guerre d'Espagne, sur les crimes en Espagne, dit, en s'adressant à ses lecteurs, il dit « Cela vous coûte à lire ». Bah, écoutez, moi, ça m'a coûté encore plus de voir et d'écrire. Voilà. Et bon, je vais bientôt avoir fini. Orwell essaie de tenir cette ligne-là. Et il a essayé de la tenir non seulement au quotidien, comme ami, comme écrivain, comme journaliste, je parlais de cette sorte de concours de nouvelles, mais aussi au pire moment, c'est-à-dire pendant la guerre d'Espagne, où il voit toute la presse de gauche mentir, et où ensuite il rentre en Angleterre, il veut raconter ce qu'il a vu, et la presse anglaise ne l'autorise pas globalement à dire ce qu'il a vu, et notamment la trahison, les divisions du camp républicain, les mensonges de la presse stalinienne, les crimes de l'internationale communiste qui épure le camp républicain et qui assassine tous les dissidents. Et donc c'est à ce moment-là qu'Orwell va faire de la franchise quelque part le cœur de tout geste journalistique digne de ce nom. Parce que à l'horizon de ce geste-là, il y a le refus. Et c'est très contemporain. Aujourd'hui, vous allez avoir 1000 exemples. C'est le refus de céder à un slogan d'intimidation qui est « faire le jeu d'eux ». Bernanos, parce qu'il a dénoncé les crimes de son propre camp pendant la guerre d'Espagne, des franquistes et des fascistes, a été accusé par ses ennemis et par ses amis de faire le jeu des communistes et des anarchistes. Mais Orwell, évidemment, parce qu'il a dénoncé
les crimes de la gauche en Espagne, a été accusé par la gauche de faire le jeu des fascistes et des nazis, etc. Et donc ça, c'est une accusation qu'aujourd'hui, on a en permanence. Orwell a consacré de très belles pages là-dessus. Il parle d'un slogan d'intimidation qui permet de faire taire les vérités dérangeantes, l'accusation de faire le jeu de. Et je pense, ça sera ma conclusion, qu'il faut se souvenir de tous ces moments où Orwell dit tout simplement, si vous faites pendant la guerre un reportage sur les taudis à Londres, ben, on va vous dire, attention, la presse nazie va récupérer ça pour faire de la propagande anti-anglaise. Si vous faites un reportage sur le goulag en Russie, ben là, on va vous dire, attention, à nouveau, la presse fasciste va en profiter pour discréditer tout idéal socialiste. Donc, il y a là un enjeu énorme, parce qu'aujourd'hui, on est régulièrement, quiconque prend le micro, prend la plume, etc., régulièrement se dit « merde, est-ce qu'en décrivant ce que j'ai sous les yeux, là, si je le fais avec franchise, si j'ai ce courage de dire le réel, de ne pas l'escamoter, de le nommer, est-ce que je ne vais pas faire le jeu de telle ou telle idéologie funeste, de tel ou tel extrême ?» Ça, c'est un truc qui est permanent, qu'on a tous en tête. Et pourtant qu'il faut savoir refuser. Bernanos parlait du parti de la sincérité totale. Je ne sais pas si c'est possible, la sincérité totale. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait arriver à tirer l'une des grandes leçons du XXe siècle, qui est que justement, il n'y a pas une seule cause, aussi juste soit-elle, une seule valeur, par exemple les valeurs du journalisme, aucune morale, rien n'est au-dessus, rien ne devrait nous obliger à taire le réel, à fermer les yeux, à escamoter la vérité, de peur de faire le jeu de telle ou telle idéologie funeste. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver. On a tous en tête, je voulais finir là-dessus, on a tous en tête, tout ce temps que nous sommes, et j'aurai 3 minutes d'avance, on a tous en tête des réunions dans un journal ou ailleurs, à la télé, à la radio, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel collectif humain, des réunions où on commence à parler d'un sujet et on sait que pour commencer à dire quelque chose d'un peu juste, d'un peu digne, d'un peu fort sur ce sujet, il faudrait nommer un détail gênant. Je parlais tout à l'heure de détails gênants, d'ombres sinistres, de taches sanglantes, mais même un détail gênant de rien du tout. Et dans ces réunions-là, en général, on sent un énorme désir de fermer sa gueule, de ne pas nommer les choses. On a même parfois des gens qui envoient un texto à l'autre à côté pour lui dire « Est-ce que tu veux pas le dire toi? J'ai pas envie de le dire moi, etc. » Vous avez tous des exemples en tête de ce genre de choses. Et ben, je pense que c'est l'une des tâches qui sont les nôtres aujourd'hui, de collectivement réfléchir à nos fragilités, à nos doutes, à nos côtés aussi un peu péremptoires, un peu assertifs, etc. Et de trouver les forces, de trouver le courage de la nuance, c'est-à-dire à la fois de l'incertitude et de la franchise. Voilà, je voulais arriver à ça, un journalisme de la nuance, un journaliste qui a le courage de la nuance, c'est un journalisme qui conjugue, et ce sera mes derniers mots, un regard obstiné et une franchise hardie. Merci beaucoup. Merci.